Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour la soutenance de ma thèse qui s'intitule Étude de la dynamique hydromorpho-sédimentaire des plages à galets, qui a été réalisée au sein du laboratoire Rouen ici, sous la direction c'est une thèse qui a été financée à hauteur de 100% par la région Normandie. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les résultats de mes travaux de recherche. Si j'arrive à passer à la suivante. Voilà. Donc, au cours de cette présentation, on va passer au travers de 6 étapes et on va commencer par la première qui est le contexte de la Normandie. On va commencer par prendre un peu de hauteur. Et ici, vous voyez une photo satellite de la région Normandie, qui est une région côtière, donc à l'interface entre les forçages continentaux et marins. Il y a de nombreux enjeux sur les côtes, devant desquels des enjeux démographiques, des enjeux économiques, écologiques également, qui sont soumis à des aléas multiples. Notamment, tout le monde connaît l'érosion des côtes, les effondrements qui mettent les blocos sur les plages, les tempêtes, les crues, des problèmes de pollution, etc. À ça s'ajoutent les problèmes qui sont liés au changement climatique, et en particulier l'élévation du niveau marin et puis les changements dans les extrêmes climatiques. On va s'intéresser en particulier au type de risque tempête, puisque c'est un type de risque qui a été étudié lors de cette thèse. Ici, je vous donne 2 exemples de tempêtes arrivées donc, à Étretat et à Pourville. À Étretat, à gauche, vous voyez un petit peu une illustration de la hauteur des vagues et de la violence avec laquelle elles déferlent sur le Perret. Sur le Perret, donc la structure ici, un franchissement des vagues et des inondations derrière. Ces vagues, sur les plages de galets, elles emmènent beaucoup de sédiments, du sédiment qui est donc des galets, donc des projectiles potentiels qui peuvent faire jusqu'à plus de 30 cm, ce qui peut du coup représenter un danger additionnel. Si on met tout ça en image, si ça veut bien marcher, voilà à quoi ça ressemble depuis le sol. Donc c'est des événements qui sont quand même assez impressionnants, on n'a pas envie de se retrouver au milieu. Vous voyez qu'il y a une bonne quantité d'eau qui arrive sur le Perret et chaque vague amène plus de sédiments sur le Perret. Ça, c'est une tempête qui est finalement assez modérée en termes de submersion. On peut avoir plus violent, c'est ça que je veux dire. À droite, vous avez également ici un exemple d'effondrement de falaise au Tilleul, sur la plage du Tilleul, juste à côté de Étretat. Donc la personne qui a filmé ne savait probablement pas qu'il allait arriver un effondrement. Ils ont eu de la chance de ne pas être sur la plage, il n'y a pas eu de dommages ni de morts ou de blessés, mais voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ces effondrements, ils sont assez fréquents, ils font partie de la dynamique de la côte et c'est eux qui sont à l'origine donc de l'apparition des galets sur les plages. Pourquoi? Parce que l'origine du galet, c'est justement les strates de silex qui se trouvent dans les falaises, dans la craie, qui en s'éboulant, du coup, sont remaniés, roulés par les vagues et deviennent petit à petit des galets. Ces galets, ils sont transportés sur la côte dans un mouvement, dans un transport longitudinal dont le cap d'Antifer en Normandie est le point de divergence. À l'est, on a un mouvement résiduel qui va grosso modo vers l'est et à l'ouest, ça va plutôt vers le sud-ouest. Au long de leur transport, les galets, ils sont tantôt bloqués par les éventuels obstacles qui se trouvent sur leur passage et ils vont s'accumuler sous la forme de cordons de galets. C'est l'objet qui nous intéresse ici. Ces cordons de galets, ils ont plusieurs fonctions, notamment une fonction de protection d'enjeux qui se trouve être très importante et qui, malheureusement, est très peu étudiée. On peut voir sur le graphique que j'ai mis ici, il y a une disproportion très clair entre le nombre d'études scientifiques faites sur les plages, la dynamique des plages en général, sous-entendu les plages de sable, et la dynamique des plages de galets en particulier. Donc c'est, pour résumer, la Normandie, finalement, c'est un endroit, un milieu avec de nombreux enjeux, qui est complexe, qui est soumis à des aléas qui sont eux-mêmes amplifiés par
le changement climatique. On y trouve des plages de galets qui sont nombreuses également, qui assurent plusieurs fonctions, dont des fonctions qui nous sont utiles, et puis qui sont animées par des mécanismes qui sont des dynamiques qui sont assez peu étudiées et comprises. C'est ce qui a motivé la création et le suivi de cette thèse dans le but de mieux comprendre la dynamique des systèmes à galets, notamment pour pouvoir contrôler leur évolution et pour pouvoir peut-être prédire en tenant compte de la complexité des systèmes côtiers propres à la Normandie. On a plusieurs acteurs dont j'ai fait la liste ici, mais qui n'est pas exhaustive, en particulier le syndicat mixte du littoral de Seine-Maritime, les différents gestionnaires, les maires en fait, les mairies de plusieurs villes, des bureaux d'études et le service audiovisuel de l'Université de Normandie, sans parler des différents collaborateurs scientifiques avec lesquels on a collaboré au cours de ce travail. La deuxième étape, c'est la présentation des sites d'études. Donc les sites d'études qui ont été investigués pour cette thèse sont au nombre de 3. On a d'abord Étretat, qui est une plage de galets, Hautot-sur-Mer, qui est une plage de galets également, et Villers-sur-Mer, qui est une plage de sable plutôt. C'est aussi un site qui a été abandonné pour des raisons dont on pourra peut-être discuter dans la conversation après la présentation. Donc je ne vais présenter que Étretat et Hautot-sur-Mer. Étretat se trouve du coup proche du cap d'Antifer, le fameux point de divergence des deux directions de transport. Si on zoome un petit peu, on voit que c'est une plage qui a une forme en baie, qui est limitée donc aux deux extrémités par des pics rocheux, qui fait une taille totale d'environ 1000 mètres, qui découvre sur environ 150 mètres avec la marée, une orientation globalement vers le nord-ouest, et puis on y trouve un perret et 4 épis transversaux. À Hautot-sur-Mer, on est plutôt sur un système qui est... Hautot-sur-Mer, c'est ici, hein, on est sur un système qui est plutôt semi-ouvert. Il n'est pas fermé des deux côtés, mais on trouve quand même la ville de Dieppe. Pardon, c'est mieux si je vous montre là. La ville de Dieppe qui est ici, avec son fameux port et la jetée qui accumule les galets. Et puis, on trouve ici le Cap d'Ailly, qui a également une propriété de fermeture un petit peu du système. Donc, on va plutôt parler d'un site qui est semi-ouvert, une plage semi-ouverte, d'une longueur totale d'environ 1000 mètres également, qui découvre un petit peu plus loin, sur 210 mètres, orientation globalement nord-nord-ouest, et puis un perret et 9 épis. Les deux sites font face aux mêmes conditions de marée, donc une marée macro à mégatidale, entre 3 et 10 mètres de marnage, donc c'est beaucoup, hein, c'est parmi les plus grandes marées du monde. Et en termes de caractéristiques sédimentaires, voilà comment on pourrait faire un profil général, un modèle conceptuel du profil des plages. Donc on a un perret sur lequel repose un cordon de galets sous lequel on trouve un substrat sableux. À Étretat, ce substrat sableux n'apparaît pas à basse mer. Donc entre la haute mer et la basse mer, on n'a vraiment que du galet, du moins en général. C'est pour ça qu'on va parler de sites de galets purs. La plage fait grosso modo 10% de pente et les galets font environ 6 cm de diamètre. En comparaison, à Hautot-sur-Mer, on a un petit peu le même système avec un substrat sableux sur lequel repose le cordon de galets et tout ça est adossé à un perret. Mais à basse mer, on a l'apparition d'une terrasse intertidale, ce qui change la classification de ce type. On va appeler ça un site composite, donc sable et galets, avec du sable, une pente de sable qui fait environ 1%, 0,2 mm de D50, et puis pour ce qui est du galet, on est toujours à 10% de pente avec 7 cm de diamètre. Donc là, je vous montre des pentes qui sont finalement assez simples, mais quand on va sur le site et qu'on regarde, en fait, la pente, elle est un petit peu plus complexe, la plage, pardon, et a une morphologie un petit peu plus complexe que ça. On voit notamment ces structures en forme de marge d'escalier ici, qu'on appelle des bermes. Il y en a plusieurs. En bas, on va avoir les bermes de marée,
et en haut plutôt les bermes de tempête ou les bermes de vives eaux. Ça vous indique un petit peu la dynamique qui les a fait apparaître. On trouve d'autres structures, notamment ces oscillations longitudinales qu'on appelle des cusps. Et on trouve les structures d'ingénierie, donc les épis transversaux et le péré sur l'arrière de la plage. Alors les systèmes de plage, en général, leur dynamique, elle est comprise comme un équilibre dynamique entre des caractéristiques internes et des caractéristiques externes, qui sont eux-mêmes en perpétuel changement. On a d'un côté la variabilité hydraulique, les vagues, la marée, qui va avoir un impact sur la morphologie, et puis la morphologie va également avoir un impact sur le type d'absorption hydraulique. Quand on essaye de modéliser les plages de sable, utiliser uniquement ces deux paramètres, la variabilité morphologique et la variabilité hydraulique, ça suffit généralement. C'est une simplification qui peut être faite. Mais quand on essaye de faire la même chose sur des sites de galets, on a un petit peu plus de mal à obtenir des résultats cohérents. Le consensus scientifique à ce sujet-là, c'est qu'il nous manque un paramètre. Ce paramètre, c'est la variabilité sédimentaire, c'est-à-dire la taille des grains, finalement, la taille et la morphologie des grains. Si on arrivait à le prendre en compte, eh bien, on arriverait à décrire les boucles de rétroaction, en théorie, qui régissent donc la dynamique complexe des plages de galets. Le problème, c'est que mesurer la variabilité sédimentaire, c'est compliqué, surtout pour les galets. Il y a beaucoup de contraintes et de limites à ce type de mesure, et en tout cas, au commencement de cette thèse, il y avait très peu de techniques qui existaient pour mesurer la variabilité sédimentaire. Pour ce qui est de la variabilité morphologique, c'est possible également, mais là aussi, on avait quelques limites dont je vais parler un petit peu plus tard. Du coup, la première question qui se pose, c'est quels paramètres est-ce qu'on pourrait mesurer pour apporter des éléments de réponse sur la dynamique des plages de galets en particulier? C'est pour ça que je me suis intéressé dans un premier temps à identifier les limites et à les contourner en termes de méthodologie pour pouvoir mesurer de façon consistante la variabilité granulométrique et automatiser le suivi morphologique des plages. Dans un deuxième temps, avec des données de ce type, on pourrait observer et comprendre la dynamique des plages et donc notamment estimer un petit peu la réponse des plages face aux vagues, face aux conditions hydrodynamiques, et puis estimer, ou plutôt mesurer la variabilité sédimentaire et un petit peu voir comment elle évolue dans le temps. Enfin, avec de telles informations, on pourrait également espérer avoir une idée avoir de premières bonnes estimations, en tout cas de premiers bons modèles de prédiction de la morphologie des plages de galets, et en particulier certains paramètres au-devant desquels la perméabilité et son évolution dans le temps. Bon, je décrirai ça un petit peu plus tard. On a fait le tour des sites d'études et des objectifs. Je vais vous présenter maintenant quelles données j'ai utilisées pour répondre à ces questions. Dans un premier temps, on a utilisé des VMS. Les VMS, c'est quoi? Ce sont des systèmes de caméras qui embarquent 3 caméras posées sur un site. Vous les avez ici en haut à droite, et qui regardent un panoramique en fait de la plage. Ces caméras, elles enregistrent à une fréquence de 1 image toutes les 10 minutes, 2 types d'images, les images snap, qui sont des instantanées, et les images Timex, qui sont en fait des moyennes sur 10 minutes. On arrive comme ça à la fin à un jeu de données d'environ 70 000 images par an, qui couvre une surface d'environ 100 000 m² pour des résolutions qui varient entre 1 cm par pixel et quelques mètres par pixel, en fonction de la distance à la caméra. Un autre type de méthode utilisée, c'est les drones. Ici, vous avez un exemple du drone qui a été utilisé sur la plage d'Étretat, qui nous permettent, par des techniques de Surface from Motion, de déterminer la surface
en 3D d'une plage. Donc ici, vous avez la plage de Etretat avec notamment des cuspes, comme vous pouvez le voir sur la plage ici, et puis un épi et le Perret qui se trouve derrière. Quand on a une surface comme ça, on peut reprojeter avec des techniques similaires de photogrammétrie les images du drone sur cette surface pour pouvoir les corriger de toutes les aberrations qui peuvent y avoir de perspective ou de lentilles. On arrive comme ça à des données en fait, qui sont ponctuelles, puisqu'on a une estimation de la morphologie à chaque fois qu'on va sur le terrain pour la mesurer, et puis des résolutions qui vont jusqu'à 5 mm par pixel. Enfin, troisième type de données qui a été utilisé, c'est des sorties de modèles. Alors malheureusement, on n'avait pas moyen de mesurer l'hydrodynamique directement sur le terrain, donc on a utilisé cette technique à la place, qui était d'utiliser des sorties de modèles, en l'occurrence WaveWatch 3 pour les données de vagues, et puis ICOM 2D pour les données de niveau d'eau. Et bon, on a fait avec ça. Les innovations techniques. Alors sur cette diapo, j'ai fait apparaître un certain nombre d'images et je suis conscient qu'il y a beaucoup d'images, mais c'est le but. C'est pour vous montrer que en fait, la grosse majorité du jeu de données qui peut être utilisé pour les questions de cette thèse est constituée d'images. Il y a des images dans une quantité assez importante et il faut pouvoir extraire de l'information depuis les images, du type la position du trait de côte ou la granulométrie, et ce n'est pas des choses qui sont faciles à faire. Mais fort heureusement, ces dernières décennies, elles ont été assez riches en innovations techniques du point de vue du traitement d'images, et il y a quelques techniques de classification qui ont été développées à l'aide des réseaux de neurones convolutifs notamment. Ces techniques permettent notamment de faire de la classification d'images. Alors en l'occurrence, il s'agit ici de juste décrire la photo avec des mots. On peut faire de la segmentation sémantique qui consiste à identifier les pixels qui appartiennent à une certaine classe. Ici, quels pixels font partie de la classe ballon. Il y a la détection d'objets aussi qui existe. Donc là, on va détecter globalement la position des objets, mais on n'est pas capable de dire quel pixel appartient à quelle classe ou à quel objet. Et puis, si on fait un mix des deux dernières, il y a la segmentation en instance qui consiste à du coup détecter les objets et identifier les pixels qui appartiennent à ces objets spécifiquement. C'est la technique qui a été utilisée majoritairement dans cette thèse et avec le modèle qui s'appelle MaskRCNN. Alors MaskRCNN, c'est un modèle qui est apparu en 2017, juste au début de la thèse, un petit peu avant le début de la thèse, et qui aujourd'hui fait référence dans le domaine. Il est utilisé de façon opérationnelle par un certain nombre de grands noms du domaine de l'image computing. Moi, sur les sites, sur les données de VMS, je les utilise pour déterminer la position et les contours des bassins en eau. Ces bassins en eau, ils sont limités en haut par la ligne d'horizon, sur les côtés par les côtés de la photo, et puis sur le bas par le trait de côte. Si on isole le trait de côte tout seul et qu'on accole tous ensemble les traits de côte qui font partie d'un seul cycle de marée, eh bien on peut avoir la morphologie finalement de ce cycle de marée, enfin la morphologie de la plage durant ce cycle de marée. Alors évidemment, il faut reprojeter entre les deux les points dans l'espace, il faut les géoréférencer, pardon. Une autre façon d'utiliser le MaskRCNN, c'est de l'entraîner à détecter les galets qui sont non recouvrants. C'est ce qui a été fait ici. Et en faisant ça, on peut faire ensuite, on peut faire fitter une ellipse sur les masques des galets qui sont détectés, et on peut extraire la longueur et la largeur de chaque ellipse, qui sont des paramètres qu'on obtient de cette façon. Puisque on obtient comme ça des centaines de milliers de galets sur une grande surface, on a la capacité de cartographier la granulométrie moyenne et son évolution dans l'espace. Et puis, si on répète la mesure, on peut aussi faire ça dans le temps. Maintenant, si on applique ces méthodes, sur le type de données qu'on a récolté, voilà ce qu'on obtient. Donc tout d'abord, je voudrais faire juste une petite explication sur comment est-ce que la morphodynamique des plages
est comprise. Donc, le mouvement de la côte, c'est un mouvement qui est finalement assez complexe. Je vous ai mis une petite animation ici, qui est finalement assez simple, qui représente un trait de côte avec la mer de ce côté et la terre de ce côté, et puis son évolution dans le temps. Vous voyez que ce n'est pas forcément une évolution qui est consistante, qui fait toujours la même chose. Eh bien, ce mouvement, en fait, on peut le décomposer, on peut le comprendre en tout cas comme la composition de deux mouvements élémentaires, deux mécanismes élémentaires, qui seraient en l'occurrence ici un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Cette décomposition, on peut la faire statistiquement grâce à une méthode qui s'appelle l'EOF, qui est en fait une décomposition en composantes principales, pardon, une analyse en composantes principales, je vais y arriver, et qui va vous permettre de mesurer, d'estimer les mécanismes élémentaires et la part de variabilité qu'ils représentent dans le mouvement total. Alors, la méthode qui permet de faire des nuages de points dont j'ai parlé juste avant permet d'obtenir du coup une surface de la plage et pas seulement un trait de côte comme cela. C'est quelque chose qui est avantageux pour nous puisque on va pouvoir étudier non pas seulement un trait de côte, mais le trait de côte à différentes élévations. Si on prend les données de caméra dont on a extrait le trait de côte, voilà ce qu'on obtient. Alors ici, vous avez le site de Étretat et le site de Hautot-sur-Mer à droite. En abscisse, vous avez le temps et en ordonnée, vous avez la position au long de la plage. Donc à l'ouest en bas et à l'est en haut. Les petits traits ici, ce sont les épis. Et la couleur vous indique la largeur de la plage sur cet endroit-là. Donc une couleur plutôt chaude va vous dire que la plage le trait de côte est assez loin, alors qu'une couleur plutôt froide, le trait de côte est assez proche du Perret. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit notamment des mouvements si on regarde juste les données brutes comme ça, on voit des mouvements de translation et de rotation dont je parlais tout à l'heure. La translation, vous pouvez la voir ici, par exemple, avec un passage de couleur plutôt chaude à couleur plutôt froide, puis recouleur plutôt chaude. C'est un exemple. Hein. Et puis, la rotation, on peut l'observer, par exemple, ici, avec les couleurs chaudes qui sont d'abord à l'est et puis qui vont de l'autre côté, à l'ouest, à une date ultérieure. Si on fait une moyenne dans le temps de toutes ces traits de côte, eh bien, on peut voir un petit peu la morphologie de la plage. Ici, j'ai mis une flèche ici parce que les données qui sont ici, ce sont les traits de côte à l'altitude 2 mètres. Et donc, l'altitude 2 mètres, c'est le trait en orange ici. Mais on l'a fait sur, rappelez-vous, toutes les altitudes possibles avec le jeu de données qu'on avait. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit notamment que le trait de côte à Étretat, il a une forme assez parabolique, limitée par les deux épis principaux. Et puis, à Hautot-sur-Mer, il a une forme plutôt linéaire, là aussi, limitée par les épis. Si, au lieu de faire une moyenne dans le temps, on fait une moyenne dans l'espace, voilà ce qu'on obtient. Donc, encore une fois, toutes les couleurs ici sont relatives aux différentes altitudes, et nous, on se place à l'altitude 2 mètres, d'accord? Et ici, on peut voir notamment l'avancement et le recul du trait de côte au cours du temps. Là, on avait une plage qui était environ, un trait de côte à 2 mètres qui était environ à 30 mètres, alors que durant la période de l'hiver 2019-2020, il était plutôt ici à 10 mètres. Donc un recul du trait de côte à cet endroit-là. On voit aussi des changements de pente avec notamment l'écart entre la plus basse et le plus haut trait de côte qui change au cours du temps. Enfin, on voit évidemment l'impact des tempêtes, notamment ici, la période dont je parlais tout à l'heure, autour de l'hiver 2019-2020, qui a eu un impact assez important sur Étretat. Vous voyez qu'il y a eu un recul massif du trait de côte, alors qu'à Hautot-sur-Mer, on ne voit pas grand-chose. Hein. Il y a bien l'impact de deux événements ici, mais finalement, la plage n'a pas été très affectée par ces tempêtes. Maintenant, si on prend ces données-là et qu'on les passe à la moulinette d'une analyse en composantes principales, donc d'une EOF, voilà ce qu'on obtient. Les composantes principales de mouvement. Ici, vous en avez 5. Et ces 5 composantes principales représentent en gros 90% de la variabilité totale de la plage. Ça veut dire qu'on est capable d'expliquer 90% de ce qu'on voit avec 5 mouvements élémentaires. Si je prends le premier mouvement, par exemple, la première composante principale,
Voilà à quoi ça ressemble. On a en abscisse donc la position au long de la plage et en ordonnée l'altitude, entre 3 mètres d'altitude et moins 2 mètres d'altitude. Et la couleur représente la position relative du trait de côte. Qu'est-ce qu'on peut déterminer sur ce graphique? Eh bien, on ne voit pas de mélange de couleurs entre des couleurs chaudes et des couleurs froides, ce qui signifie que toute la plage se déplace d'un seul tenant, d'un seul bloc. Il n'y a pas un côté qui se déplace d'un côté, enfin dans un sens, et l'autre côté qui se déplace dans l'autre sens. Tout va dans le même sens en même temps, ce qui signifie qu'on est sur une composante de translation cross-shore, donc de translation avant-arrière, avant-recul. En bas, vous avez la variabilité au cours du temps, et donc c'est ce fameux mouvement cross-shore où vous voyez en fait la plage qui est plutôt dans un état avancé durant cette période et plutôt dans un état reculé durant l'hiver 2019-2020. Donc ça correspond bien avec l'observation qu'on a fait juste avant où on avait un impact de la période de tempête 2019-2020 sur Etretat. On voit notamment ici qu'on a une période de recouvrement qui est finalement assez courte pour un événement, pour une suite d'événements aussi intenses. En tout cas, c'est ce qui semble. C'est assez intéressant. Donc maintenant, si on prend cette composante de OF et qu'on essaie de la résumer dans un petit schéma, dans un modèle conceptuel, eh bien, on pourrait la résumer comme ça. À Etretat, on a un trait de côte qui est assez parabolique, et puis ce trait de côte, il avance, il recule. C'est la première composante principale. C'est mon interprétation, en tout cas, de la première composante principale. En faisant cet exercice sur toutes les composantes principales, les 5, eh bien, on peut déterminer que donc, la première, la translation cross-shore, représente 60% du mouvement général de la plage. La deuxième, en fait, c'est du rollover, c'est-à-dire du basculement de la pente. Ça représente 15% du mouvement de la plage. La troisième, c'est du breathing, donc c'est du gonflement, dégonflement de la plage à hauteur de 6%. La quatrième, c'est une rotation de large échelle, donc qui n'est pas bornée par les épis, avec un centre de rotation qui se trouve, qui change d'une élévation à l'autre. Et puis la cinquième, à hauteur de 2-3%, c'est une rotation de cellules, c'est-à-dire une rotation qui là est bornée vraiment par les épis. On peut faire le même travail à Hautot-sur-Mer, et voilà ce qu'on obtient, 4 composantes qui représentent au total un peu plus de 70% de la variabilité totale. Donc il y a évidemment plus de composantes qui ressortent quand on fait l'analyse, mais les composantes suivantes n'ont pas été interprétables. Donc l'interprétation qu'on en fait, c'est que la première composante, c'est 40%, un peu plus de 40% de rotation donc, de centre droit, c'est-à-dire le centre de rotation se situe à droite des cellules. Une cellule, c'est ce qui est borné par 2 épis. La deuxième, c'est à hauteur de 15% une rotation de centre gauche, cette fois, toujours bornée par les épis. La troisième, c'est une rotation générale, donc non bornée par les épis. Et puis la quatrième, c'est du rollover, avec une différence entre le centre des cellules et puis les côtés. Donc toujours un basculement de la pente de plage. Donc on a vu un petit peu les composantes principales qui régissent le mouvement, la dynamique morphologique, mais comme je vous le disais, on ne peut pas comprendre vraiment la dynamique des plages si on n'y intègre pas le paramètre de granulométrie, en tout cas de variabilité sédimentaire. C'est ce que j'ai cherché à faire en utilisant les données de drone et notamment en appliquant la fameuse détection et cartographie de la granulométrie sur la plage de Pourville et de Etretat. Ici, je vous donne un exemple donc, des résultats obtenus au cours de 2 dates successives, le 29 novembre et le 30 novembre, à Hautot-sur-Mer. Alors, on n'a pas exactement la même couverture parce que les conditions ne permettaient pas forcément d'aller voler aussi loin le deuxième jour que le premier. Qu'est-ce qu'on peut voir? D'abord, on peut voir qu'on a des gradients dans tous les sens, donc cross-shore et long-shore. Il y a une certaine complexité qui font apparaître des patterns, des formes qui sont elles-mêmes périodiques. On voit par exemple ici qu'on a un assemblage de galets, donc un assemblage, c'est un rassemblement de galets de plus grande taille qui se situe en haut à droite de cette cellule-là. Et on trouve la même chose de l'autre côté, dans la deuxième cellule. Donc il y a bien une périodicité et un impact des épis. D'ailleurs, les épis, on voit un deuxième effet, c'est leur effet accumulateur. On voit que chaque épi est entouré d'une zone d'un peu plus grand diamètre de galets.
On voit également on voit des formes qui sont un petit peu plus longitudinales et qui correspondent au creux des bermes, dont je vous montrais un exemple au début de la présentation, ces fameuses marches d'escalier sur la plage. Eh bien, ça aussi, ça a un effet accumulateur, donc de plus gros galets. Maintenant, si on regarde, si on compare les deux jours, l'un après l'autre, on se rend compte qu'on a eu une évolution finalement assez rapide. Alors, en bas, en haut de plage plutôt, mais en bas de l'image, on n'a pas de changement parce que la marée n'est pas montée jusque-là, ce qui prouve bien que la mesure est répétable d'un jour à l'autre finalement. Et puis, la partie inférieure de la plage, elle, on voit des changements. Notamment, on voit que la zone qui est ici a augmenté son diamètre de galet, alors que la zone qui est en haut à droite a plutôt baissé sa granulométrie. En termes de conditions hydrodynamiques, on était dans une période de mortes eaux et puis dans des conditions post-tempête, mais assez calmes finalement ces jours-là. Donc maintenant, l'idée, c'est d'essayer de trouver des relations entre la morphologie, en tout cas les différences de morphologie, la morphodynamique, et puis la dynamique granulométrique. Donc ici, je vous présente deux images qui sont les différences, en fait, la différence de granulométrie à droite entre les deux jours et la différence de topographie à gauche. On voit notamment qu'il y a des zones avec des zones en érosion et des zones en accrétion. Et donc, on a deux zones que je vous ai entourées ici qui correspondent aux deux mêmes zones, donc avec une augmentation et une diminution de la granulométrie. Donc, on a comme ça une sorte de corrélation entre différentes zones qui sont à la fois en érosion et en augmentation de granulométrie, ou en accrétion et en diminution de granulométrie. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation vraiment stricte? Ce n'est pas si sûr, parce qu'on voit qu'on a aussi eu une construction de la berme ici, et pourtant on ne voit pas spécialement une différence de granulométrie. Donc il y a probablement plusieurs mécanismes qui sont ici à l'œuvre, des mécanismes de transport et de tri qui restent du coup à essayer d'élucider. Pour parler justement de ces mécanismes, ici vous avez un exemple de tempête à Étretat, la tempête Ciara, en tout cas c'est là que la photo a été prise. C'est une tempête durant laquelle on a vu l'ensemble des galets à Étretat disparaître de la plage. La plage est devenue complètement sableuse. Alors c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. La fréquence n'a pas été mesurée, mais les gens sur place nous disent que ça arrive une fois tous les 10 à 50 ans. Donc c'est vraiment pas si fréquent. On a eu de la chance, entre guillemets, de voir ça durant la thèse. Simultanément, eh bien, on a observé des destructions sur le Perret, notamment ici, vous avez une partie du Perret qui est située tout à l'ouest du site, qui a été détruit, et donc on a retrouvé des gros morceaux sur le sable. Donc en fait, quand on a eu disparition des galets, les conditions d'absorption de l'énergie ont changé. Là, en l'occurrence, on est passé d'une granulométrie de galets, donc avec une forte perméabilité à une granulométrie plus fine de sable, donc à une plus faible granulométrie, une capacité d'absorption de l'énergie qui était moindre, et donc l'énergie a été absorbée plus particulièrement par le Perret qui a subi des dommages, et voilà. Pour essayer d'investiguer sur ce phénomène de variabilité finalement de la perméabilité, eh bien, on a utilisé le modèle XBeach. XBeach, c'est un modèle numérique qui permet de propager des vagues sur un profil de plage et de voir ce qu'il se passe un petit peu. J'ai utilisé pour ça 3 tempêtes. J'ai identifié la plupart des tempêtes qui ont survenu pendant la période d'étude de ma thèse, et j'en ai identifié 3, la numéro 2, numéro 5 et numéro 7, au cours de laquelle on avait suffisamment de données pour pouvoir faire des comparaisons entre les observations de la morphologie et puis ce que le modèle nous dit qu'il s'est passé. Pour ça, j'ai utilisé donc un profil à Étretat, et puis ici, je vais vous présenter un petit peu ce qui a été fait pour la tempête numéro 2, qui est finalement la seule pour laquelle on a obtenu des résultats qui correspondent aux observations. Donc l'idée, c'est de prendre une tempête, ça dure un certain temps, et de segmenter cette tempête
aussi finement que possible pour voir quel changement il peut y avoir entre deux segments. Ici, vous avez par exemple trois données, eh bien, 3 jours pardon, de données. On va faire un premier modèle qui couvre le premier jour, puis un deuxième modèle qui couvre le deuxième jour, en faisant varier la perméabilité au cours des deux modèles, et on va voir si la variabilité a effectivement changé au cours des deux modèles. Donc ça ressemble à quoi un modèle XBish? Ça ressemble à ça. Ça paraît assez simple comme ça. C'est pas si facile que ça à mettre en place. Et donc on fait se propager des vagues sur un profil de plage et on voit que le profil change en fonction des conditions qu'on a entrées. Donc on peut faire changer plusieurs paramètres comme la perméabilité en l'occurrence ou d'autres. Vous voyez que le premier jour, c'était un jour assez calme finalement, et le deuxième jour, c'était un jour avec des vagues qui pouvaient faire jusqu'à 2 mètres. Donc c'était le premier pic de tempête qu'on voyait ici. Donc pour chaque jour, j'ai fait un total de 13 différents modèles en faisant varier la perméabilité entre 0 et 60 cm par seconde. Et j'ai mesuré quel modèle était le plus performant, en gros lequel montrait une perméabilité qui était la plus cohérente par rapport aux observations qu'on voyait sur le terrain. Les résultats montrent que le premier jour, lors des conditions calmes, en fait, on était sur une perméabilité de 25 cm par seconde, ce qui correspond à la perméabilité attendue pour une plage de galets de type de Pourville, donc de type de Étretat, donc avec 6 cm de côté. Et le deuxième jour, on a eu une chute de la perméabilité avec une perméabilité optimale de entre 1 et 5 cm par seconde, ce qui correspond à un facteur de 5 à 20, enfin une diminution par 5, voire par 20 de la perméabilité. Donc une diminution vraiment très importante de la perméabilité. Or, cette perméabilité, elle est considérée constante dans les modèles, ce qui, du coup, pourrait être potentiellement un facteur, un axe de développement futur. Donc ça nous permet un petit peu de voir quelle est la dynamique des plages et qu'est-ce qu'il se passe, en fait, au cours d'une tempête. La compréhension qu'on en a avec les données, les résultats de toutes ces études, c'est que ici, vous avez donc la représentation au cours du temps d'un événement de tempête. Alors au début, on commence avec la puissance, la puissance des vagues qui est relativement faible, on n'est pas en période de tempête, et la perméabilité est relativement élevée. Puis survient, on a donc un état de la plage tel que celui que j'ai présenté au début de la présentation, avec donc des galets sur du sable et qui reposent sur un péré. Le tout est bien segmenté, on est à l'état d'équilibre ici. Ensuite survient un impact de tempête et on voit la perméabilité qui chute. Pourquoi? Parce qu'on a de l'érosion et du mélange avec l'action des vagues notamment, qui va en fait faire pousser le sable dans la perméabilité du galet et dans la porosité du galet, ce qui va diminuer la capacité de l'eau à s'infiltrer et à s'exfiltrer du matériel galet. Puis la puissance de la tempête diminue, le système commence à se rétablir et on commence à avoir de la ségrégation, c'est-à-dire que le sable sédimente petit à petit à travers la porosité du galet jusqu'à segmenter bien les deux compartiments comme à l'état initial, donc avec un compartiment galet et un compartiment sable, donc un retour à l'équilibre finalement. Dans le cas où on aurait une tempête plus importante, soit qui durerait plus longtemps, soit qui serait vraiment beaucoup plus violente, on peut s'attendre à ce que la perméabilité chute encore plus et que donc tout le compartiment galet soit complètement érodé jusqu'à faire apparaître du sable. Et c'est l'hypothèse qui est privilégiée pour expliquer donc l'apparition de la plage sableuse à Étretat au cours de l'hiver 2019-2020. Donc en conclusion, au cours de la thèse, le premier objectif, c'était d'identifier et de contourner les limites méthodologiques. Ça a été fait en utilisant 2 approches basées sur le masque-RCNN. On a cherché également à observer et à comprendre la dynamique des plages de galets. Donc on a obtenu 2 ans
un petit peu plus de 2 ans de données de morphologie continue, pas seulement à une seule altitude, mais vraiment toute la plage. Et on a pu en extraire des mécanismes de mouvement, des mécanismes morphodynamiques principaux, également leurs échelles temporelles et les forçages qui y sont liés. On a également identifié les grandes lignes de variabilité sédimentaire en termes de variabilité spatiale et temporelle, notamment des grands axes comme les gradients longitudinaux et transversaux, la présence de patterns, et puis les accumulations en pied d'obstacle. Et puis, on a réussi à utiliser ces informations pour modéliser l'impact des tempêtes donc sur la plage d'Étretat et notamment à tirer parti du modèle pour essayer d'identifier la variabilité de la perméabilité. Et on a vu que les processus de mélange et de ségrégation étaient probablement très importants dans la dynamique des plages, notamment à Étretat. Donc, en perspective, on a beaucoup d'axes de recherche qui pourraient potentiellement être explorés. On a les axes donc, de variabilité hydraulique, de variabilité morphologique et de variabilité sédimentaire, et puis de l'axe de modélisation. Il y a beaucoup à faire, notamment on pourrait mesurer in situ, ça n'a pas été fait malheureusement, on a utilisé des données modèles, comme je le disais au début de la présentation, mais l'idéal, ce serait vraiment d'aller mesurer sur le terrain. En termes de variabilité morphologique, eh bien, ce qui serait bien, c'est de continuer pour avoir des données de plus long terme. Là, on a 2 ans de données, c'est très bien, mais c'est des processus qui peuvent être potentiellement longs, notamment dans le cadre du réchauffement climatique. Il faut avoir des données qui vont au-delà de 10, 20, 30 ans. Donc, il faut absolument continuer et même augmenter la diversité des sites qui sont étudiés. Pour la variabilité sédimentaire, il y a tout à faire. Il faut faire plus de campagnes de drones, les faire à des fréquences qui soient compatibles avec l'étude de la dynamique des plages, et puis investiguer les relations dont on a vu un petit peu la surface entre la dynamique morphologique et la dynamique sédimentaire, et puis essayer de voir si on peut investiguer en fait le lien entre ces dynamiques-là et puis la variabilité de la perméabilité dont on a vu qu'elle pouvait être relativement importante. En termes de modélisation, eh bien, XBeach pourrait, c'est le modèle qui est utilisé, pourrait être amélioré potentiellement en intégrant peut-être des processus de mélange et de ségrégation afin de permettre de faire varier la perméabilité justement, et puis en intégrant surtout les processus longshore. On a vu qu'à Hautot-sur-Mer, il y avait beaucoup d'échanges de rotation, donc des échanges de longshore, en fait, au long de la côte longitudinaux. C'est le mot que je cherchais. Enfin, il faudrait évidemment prendre en compte les estimations du changement climatique, les modèles du GIEC notamment, essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans le cadre de ces modèles. Et voilà. Je crois que j'ai terminé, presque. Donc les publications qui ont été faites dans le cadre de cette thèse, il y en a 3 qui ont été publiées directement en premier auteur. Ici, il y a une présentation à l'AGU, une présentation, enfin deux publics qui sont en préparation et puis 2 publics qui sont en second auteur. Voilà, merci à tous pour votre attention.